Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un coin de Tokyo qui a un nom assez spécial, Shishibone, Oui, à Edogawa. ouais. Shishibone. Shikarone, ça veut dire os de cerf, littéralement. Euh, Ça interpelle direct, non? Ah oui, clairement. C'est un nom qui ne laisse pas indifférent. Et c'est ça qui est intéressant. Derrière ce nom un peu étrange, il y a toute une histoire assez riche, liée à un ancien village, Shikamoto, Shikahomoto-sun, Mm. qui a disparu des cartes, administrativement parlant. Donc, notre idée, c'est d'explorer ça. On va utiliser les documents fournis, les articles, les guides, les notes historiques, pour déterrer un peu ces histoires, ces trésors cachés d'Edogawa, voir comment un lieu garde ses traces du passé, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est fascinant à Tokyo. Même dans une mégalopole comme ça, Edogawa, Shishibone, ça conserve des échos de légendes, de la vie d'avant. Souvent, c'est juste sous nos yeux, mais on ne le voit pas. D'accord. Ces noms, ces petits sanctuaires, ce sont des portes d'entrée en fait. Alors, allons-y. Ces fameux os de cerf, Shishibone. Bon, d'où ça sort ce nom? Alors là, on tombe direct dans la légende fondatrice. C'est une histoire qu'on retrouve dans plusieurs sources d'ailleurs. Faut se projeter au 8e siècle, vers 768. Imaginez un cerf sacré, un shika, shinuma, un messager divin quoi. Il accompagnait la divinité du grand sanctuaire Kashima, Kashima, oui, dans l'actuelle préfecture d'Ibaraki, c'est ça. exactement, au nord-est de Tokyo. Et ce cerf, il faisait partie d'un cortège religieux assez exceptionnel, en route pour Nara, Nara, oui. l'ancienne capitale. Oui, pour y établir une branche du culte au fameux sanctuaire Kasuga Taisha. C'était pas la porte à côté. Une source parle de 582 kilomètres. Ah ouais, quand même. À l'époque, un voyage pareil, ça prenait facile 1 an, voire plus. Ça montre bien le caractère sacré de l'événement. Une année pour un cerf divin, c'est fou. Mais C- j'imagine que le voyage a connu un pépin. C'est ça. Le drame arrive quand le cortège passe par ici, dans la future zone d'Edogawa. Le cerf sacré, il tombe malade, épuisé peut-être. Et il meurt, là. Oh non. Les villageois de l'époque, très marqués par ça, la mort d'un animal divin sur leur terre, ils décident de l'enterrer avec respect. Et pour marquer le coup, ils érigent un monticule, une tsuka. Et ce monticule, ils l'appellent Shishimizuka, Shikamitsuka. C'est joli comme nom. Le monticule d'où l'on contemple le cerf. Ah, c'est beau. Et c'est de là, de ce monticule et du souvenir des eaux sacrées qu'il contenait, que le village a pris son nom. Shishibone, les eaux de cerf. Le nom est devenu un mémorial en quelque sorte. C'est une origine de nom incroyable. Vraiment, ça ancre le lieu dans du mythe presque. Et est-ce qu'il reste quelque chose aujourd'hui? Un endroit où on peut sentir cette histoire? Mhm. Un premier trésor caché peut-être? Oui, absolument. C'est notre trésor caché numéro 1, le sanctuaire Shishimizuka, Shikamizuka Jinja. Alors attention, c'est tout petit, vraiment un petit sanctuaire de quartier. D'accord. On pourrait passer devant sans le voir, comme le dit un guide, mais il est là, et il est considéré comme le point zéro de la légende et du nom Shishibone. D'ailleurs, il y a une stèle en pierre, bien visible, elle, qui dit « lieu de naissance de Shishibone ». Shikamizuka Hatsui no Shinoe Shikeji. Clair et net. Et le monticule lui-même? Ah. Alors là, il y a une petite part de mystère. Une note historique dit qu'il aurait disparu ou été déplacé. Son emplacement exact, c'est pas très clair. Certains pensent même que c'était peut-être un ancien kofun, un vieux tumulus, qui a été réinterprété plus tard avec l'histoire du cerf. Intéressant. Quoi qu'il en soit, ce petit sanctuaire, c'est le gardien symbolique de cette histoire. D'accord. Le point zéro symbolique. Et le lien avec Kashima, le point de départ, d'où vient Luther, il est marqué aussi, hein? Oui, tout à fait. Pas très loin du Shishimizuka, il y a un autre sanctuaire, plus grand celui-là. Le sanctuaire Kashima de Shishibone. Shikokone Dokashima Jinja. Ah, Kashima, voilà. Son rôle était clair. C'était le Chinju, le sanctuaire gardien principal du village de Shishibone. Le nom fait le lien direct avec le grand sanctuaire d'où venait le cerf. C'est le protecteur spirituel de la communauté, ancré dans cette légende. D'accord. D'ailleurs, petit détail intéressant d'une autre note, avant l'ère Meiji, il s'appelait Gosha Shinmei Shrine. Gosha Shinmeisha.
Ça ferait référence aux 5 familles fondatrices du village, peut-être pendant la période Sengoku, les guerres civiles. Hmm. Et pour boucler la boucle, une source confirme qu'il y a une statue de cerf sacré, Shikazo, bien visible dans l'enceinte. Un rappel constant. Il y a aussi un rituel annuel assez particulier, le Mataki Shinji, où les gens passent sous une sorte de portique en bois pour se purifier. Très local. Fascinant. Une légende qui infuse vraiment le lieu. Bon, on quitte le mythe pour du plus concret. L'époque d'Edo, le pouvoir local. Les sources parlent d'un manoir assez costaud. Oui, on change d'échelle et d'époque. On va à Ichinoe Nanushi Yashiki. Ichinoe Nanushi Yashiki. C'est un site classé, vraiment remarquable. Nanushi Yashiki. Résidence de Nanushi? Exactement. C'était la résidence de la famille Tajima. Pendant l'époque Edo, les Tajima étaient les Nanushi, les chefs de village héréditaires d'Ichinoe. Mais chef de village, c'est un peu réducteur. Ah oui. C'étaient des notables très influents, souvent de riches propriétaires terriens. Ils géraient l'administration locale, collectaient les impôts, réglaient les conflits. Ils supervisaient aussi les grands travaux, comme le développement de nouvelles rizières, les shinden. Essentiels pour l'économie, les Tajima étaient de vrais acteurs du développement local, une élite rurale, quoi. Et c'est leur maison qui a un trésor caché? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est ça, c'est notre trésor caché numéro 2, l'architecture comme symbole de statut. Ce qui est super, c'est que c'est très bien conservé. On voit encore les douves, les horis qui entouraient la propriété. Ça marque le prestige. Ah oui, les douves. Il y a surtout l'énorme portail d'entrée. Un nagayamon. C'est un long bâtiment qui servait de porte fortifiée et aussi de logement pour les serviteurs ou les gardes. Et la maison principale, bien sûr, avec son toit de chaume, kayabuki. Impressionnant. Et le style Sanko, il paraît qu'il est particulier. Oui, une source parle de style dogofu. Dogofu. Style seigneur local terrien. Même s'ils n'étaient pas samouraïs, les Tajima, l'architecture de leur maison, la taille, les défenses, les matériaux, ça imite les résidences de petits seigneurs ou de samouraïs importants. D'accord. Ça montre vraiment leur statut social élevé, leur richesse, leur autorité locale. Visiter cet endroit, c'est pas juste voir une vieille bâtisse, c'est toucher du doigt la structure sociale du Japon rural de l'époque. Et puis, la proximité de la rivière Shinnaka, mentionnée dans une note, ça ajoute une touche paisible, un peu hors du temps. Une vraie plongée dans l'histoire sociale. On enchaîne avec une anecdote, alors là, ça a l'air vraiment insolite. Un shogun qui fait une pause sur un mortier en pierre. Ah oui. Oui. C'est une histoire adorable, très locale. Ça se passe en 1717. Le shogun, c'est Tokugawa Yoshimune, le 8e shogun, connu pour être pragmatique, réformateur, mais aussi un grand fan de chasse aux faucons, la takagari. La chasse noble, oui. Voilà. Et pendant une partie de chasse, par ici, dans les marais d'Edogawa, il s'arrête pour souffler un peu. Halte impromptue chez un certain Ichikawa Kyuzaemon, dans le village de Higashi Komatsugawa, qui faisait partie de l'ancien Shikomato. D'accord. Et là, au lieu de demander un siège, le shogun, peut-être fatigué ou juste simple comme ça, il s'assoit sur un mortier en pierre, un ishiyusu, un truc de cuisine hyper basique qui traînait dans la cour. Non, Le shogun, sur un mortier. C'est presque drôle. J'imagine que la famille n'a pas réutilisé le mortier pour piler le riz après ça, hein. ah ben non, surtout pas. Et c'est là que ça devient touchant. Et notre trésor caché numéro 3, mais attention, conditionnel, le sanctuaire du mortier, Usu no Miya. Usu no Miya. Un sanctuaire pour le mortier? Exactement. Pour la famille Ishikawa, c'était un honneur incroyable. Que le shogun s'arrête chez eux déjà, mais qu'ils choisissent cet objet si humble. Ils ont gardé le mortier comme un trésor de famille sacré, un kaho, kaho. Et ils ont même construit un tout petit sanctuaire privé, une mini-chapelle quoi, dans leur jardin pour l'abriter et le vénérer. C'est ça, Usunomiya. C'est fou. Ce qui est unique, c'est ce lien direct, hyper personnel, entre le sommet du pouvoir et une famille ordinaire, conservé de manière privée depuis 300 ans. Ça rend le shogun très humain, je trouve. Par contre, Oui. c'est pas gagné. Ça renforce le côté trésor caché pour le coup. Une histoire géniale, vraiment. Bon, on passe du tout petit sanctuaire à quelque chose de gigantesque, apparemment. Un pain énorme. Ah oui, là on change d'échelle carrément. On va au temple Zanyoji, et là il y a le Yogonomatsu, Kagyo-konomatsu, le pain de la manifestation. Manifestation. Et il porte bien son nom. C'est un pain noir japonais qui aurait plus de 600 ans. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 30 mètres d'envergure d'est en ouest, presque pareil du nord au sud. C'est un monstre végétal. Waouh. Il est classé monument naturel national. Konishite Tennen Kinen Butsu.
C'est pas rien. Une source dit même que c'est le pin avec la plus grande étendue de branches de tout le Japon. On doit se sentir tout petit dessous. Yogo, la manifestation, c'est pas juste un vieil arbre alors. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui fait de lui un trésor à part sa taille? Ben justement, c'est l'histoire qui est notre trésor caché numéro 4. La légende du pin et sa pierre. Yogo, Kagyoko, dans le bouddhisme, c'est quand une divinité apparaît pour guider ou avertir. La légende, racontée dans les notes, dit qu'un voleur était entré dans le temple Zenyoji pour piquer une statue de Bouddha. Classique. Oui. Et en essayant de filer avec son butin, en passant sous le pin. Ses pieds restent collés au sol, sur une pierre particulière au pied de l'arbre. La Yogo no Ishi, la pierre de la manifestation. Kagyoko no Ishi. Ah. Et là, paf, la divinité Fudo Myo, Futon Myowang, un gardien bouddhiste assez impressionnant, lui apparaît. Le voleur, terrifié, pris de remords, il se repent direct. Une intervention divine sous le pin. Voilà. Le nom Yogo no Matsu vient de là. Donc ce pin, c'est pas seulement un arbre magnifique, c'est un lieu chargé spirituellement, un symbole de rédemption. Se tenir sous ses branches, c'est aussi se connecter à ça. D'un cerf divin à un pin rédempteur en passant par le mortier du shogun, décidément, Shishibone et ses alentours, c'est une mine d'histoire. Vous disiez au début que Shishibone faisait partie de Shikamoto, un village né de la fusion de plusieurs autres. Comment on perçoit cet héritage plus large? C'est un bon point. Shikamoto, ça regroupait Shishibone, mais aussi Matsumoto, Onishiki, Shinozaki, Ichinoue, chacun avec son histoire. Pour sentir ça, on peut regarder d'autres sanctuaires locaux. Par exemple, le sanctuaire Sengen, Asama Jinja, dans la zone de Shinozaki. Sengen. Une note dit qu'il est hyper ancien, fondé en 938. Ce serait le plus vieux sanctuaire de tout Edogawa. Il y a même une légende qui le lie à Tairano Sadamori, priant pour vaincre Tairano Masakado en 940. Ça le connecte à la grande histoire, tout en restant le cœur du quartier. Et aujourd'hui, il rassemble toujours la communauté? Il y a des événements? Oui, et c'est notre trésor caché numéro 5, le Festival des bannières, le Nobori Matsuri. Nobori Matsuri. Une source en parle avec enthousiasme. Ça a lieu tous les 2 ans, le 1er juillet. Imaginez, 10 énormes bannières, des Nobori. Chacune fait 12 ken de haut. 12 ken? Ça fait combien ça? Presque 22 mètres d'écan. C'est gigantesque. Elles sont érigées dans le sanctuaire. Waouh! C'est un boulot énorme, fait par les 5 groupes de paroissiens, les Ujiko. Voir ces trucs immenses se dresser vers le ciel, ça doit être un spectacle incroyable. C'est décrit comme assez rare dans la région du Kanto. C'est vraiment une manif vivante de la tradition, de la fierté locale. Et juste pour mentionner une autre racine de Shikamoto, les documents citent aussi le sanctuaire Tenso, Tenzo Shinsha. Lui, c'était le gardien de l'ancien village de Onishiki. Onishiki. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces sanctuaires de quartier, même moins connus, ils sont cruciaux. Ils gardent la mémoire des anciens villages. Ils maintiennent une identité locale, des traditions. Même quand les villages n'existent plus sur la carte administrative. Ce sont les cœurs battants de ces histoires locales, quoi. Quel parcours Orshi? Shishimizuka, les os de cerf. C'était vraiment une porte d'entrée. On a vu des légendes, le pouvoir local d'autrefois, des rencontres shogun, peuple improbable, la force de la nature, la vitalité des communautés. Tout ça caché dans Edogawa, un quartier qu'on imagine juste résidentiel. Absolument. Ce que cette exploration montre, c'est la richesse cachée derrière l'apparence ordinaire. Ces lieux, Shishimizuka, le manoir Nanushi Yashiki, le pin Yogo no Matsu, Sengen, Tenso, ils offrent des regards uniques sur l'histoire, la culture locale, loin, très loin des circuits touristiques habituels. Oui, ça nous connecte aux mythes, à la vie d'il y a des siècles, à un esprit de communauté qui perdure malgré tout. Pour finir, une dernière pensée, une question pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être intrigués. Et que les noms de lieux autour de nous, même les plus banals, sont rarement juste des étiquettes. On l'a vu avec Shishibone, son étrangeté nous a mis la puce à l'oreille. Shikamoto, le nom disparu, nous a parlé de fusion de villages. Ce sont comme des mini-archives. Alors, la question ce serait, quels autres noms de lieux, là, près de chez nous, qu'on voit tous les jours sans y faire attention? Quelles histoires ils pourraient cacher? Quelles légendes oubliées? L'histoire, elle n'est pas que dans les livres, elle est aussi là, sous nos yeux, dans le paysage. Il suffit parfois juste de gratter un peu, de regarder différemment.